Et c'est ici que commence ma garde de lecture, bien visible en introduction. Et c'est ici que commence ma garde de lecture. Kingdom saison 5, épisode 17, le jugement du destin, l'apogée sanglante de la colline stratégique. Le soleil, à peine un œil rouge et enflammé perçant à travers la brume épaisse, qui s'attardait comme un linceul sur le champ de bataille, peinait à dissiper les volutes vaporeuses de l'aube. Il ne projetait qu'une lumière blafarde, presque spectrale, sur la scène d'horreur qui allait se dérouler. Pourtant, sous cette clarté hésitante et tremblante, l'horreur implacable de la guerre se révélait déjà dans toute sa splendeur macabre et sa brutale majesté. Des milliers d'hommes, des myriades de fourmis noires et scintillantes s'étendaient à perte de vue sur le vaste tapis vert de la plaine, leurs silhouettes se fondant presque dans le paysage avant de se distinguer avec une netteté terrifiante. Leurs armures de cuir tannées, usées et déchirées, leurs plastrons de métal poli réfléchissant faiblement la lumière, leurs casques hérissés de pointes ou ornés d'insignes de régiment, leurs lances dressées vers le ciel comme une forêt de fer mortel, formaient une masse mouvante, une menace palpable, une mer de destins individuels, prête à se déchaîner. Le fracas lointain des tambours de guerre, sourds, lancinants et incessants, venait se mêler aux cris déjà audibles des oiseaux charognards. Ces rapaces noirs et sinistres tourbillonnaient paresseusement dans le ciel bas, tel un présage macabre, leurs silhouettes dessinant des cercles menaçants, augure sinistre de ce qui allait suivre. L'odeur âcre de la terre humide, mêlée à celle du sang et de la sueur, commençait déjà à flotter lourdement dans l'air froid du matin. La tension, épaisse, palpable et presque suffocante, coupait le souffle de chaque homme, serrant les poitrines comme un étau invisible. La troisième vague de l'assaut, une vague décisive et implacable, était sur le point d'être lancée. Ce serait un raz de marée d'acier, de chair et de rage qui allait sceller le destin de cette colline stratégique, une petite élévation de terre devenue le théâtre d'un affrontement acharné entre les forces impitoyables de Qin et les défenseurs résolus de Zhao. Chaque grain de poussière levé par un pas hésitant, chaque froissement de tissu, chaque cliquetis d'armes anticipant le combat, chaque souffle retenu amplifiait l'attente insoutenable, chaque seconde s'étirant vers l'inévitable déchaînement de violence. Au cœur même de la mêlée de Zhao, là où la résistance était la plus farouche, le général Qisui dominait le champ de bataille. Sa silhouette athlétique, puissante et pourtant empreinte d'une certaine noblesse, se découpait avec netteté contre le tumulte environnant. Son visage, bien que marqué par l'épuisement des jours et des nuits de combat, maculé de poussière et peut-être déjà d'une éclaboussure de sang séché, affichait une intensité farouche, presque douloureuse. Ses yeux, d'une acuité perçante et d'une couleur sombre, scrutaient l'horizon lointain, observant chaque mouvement de l'ennemi. Chaque muscle de sa mâchoire serrée, chaque ligne de son front plissé, trahissait une détermination inébranlable, forgée dans le feu de l'adversité. Ses cheveux, d'un blond clair, hérissés et ébouriffés par le vent furieux du combat et les mouvements constants, ajoutaient à son allure sauvage et indomptable comme des flammes jaillissant de son crâne. L'armure qu'il portait, finement ouvragée et ornée de motifs complexes sur les épaulettes et le plastron, témoignait non seulement de son rang élevé, mais aussi de l'usure de longs jours de combats ininterrompus, portant les cicatrices de coups déviés et de chocs violents. Autour de lui, ses soldats, jeunes et vieux, aguerris et novices, levaient leurs épées émoussées et leurs lances ébréchées en signe de dévotion absolue. Leurs visages, marqués par la fatigue et la peur, étaient aussi illuminés par une flamme d'espoir. Des cris d'encouragement, rauques et déchirants, s'élevaient de leur poitrine, un flot continu d'énergie brute. « Kisama !» répétait-il, un mantra puissant qui les unissait dans l'adversité, un cri de ralliement qui transcendait la douleur. Malgré la fureur ininterrompue du combat et les pertes déjà subies, chaque corps qui tombait n'entamait pas leur esprit. Leur loyauté envers leur général restait intacte, une flamme inextinguible et vacillante dans l'obscurité de la guerre. Ils fixaient la masse grouillante des soldats de Qin, consciente de l'ampleur de la menace que représentait l'ennemi. Ses propres hommes, malgré les blessures qui les rongeaient et la fatigue qui alourdissait leurs membres, serraient les dents,
leur visage reflétant la même détermination que leur chef, leur résolution gravée dans le marbre de l'effort. De l'autre côté du champ de bataille, à l'opposé de la colline qui était le point névralgique de cette confrontation, le général de l'armée de Qin, Kanki, un ancien brigand dont la réputation d'impitoyable stratège n'était plus à faire, trônait sur sa monture, une silhouette sombre et imposante qui dominait la ligne de crête. Son profil aiguisé, ses traits fins mais marqués par une absence totale d'empathie, son regard perçant dissimulé sous des sourcils sombres et épais qui se rejoignaient presque, et le sourire énigmatique, presque cruel, qui flottait souvent sur ses lèvres, le rendait à la fois fascinant par sa complexité et terrifiant par sa froideur. Ses cheveux noirs, longs et sauvages, s'envolaient derrière lui, emportés par le vent, amplifiant son aura de force indomptable et de liberté dangereuse. Il n'était pas un homme de cris et de passion, mais de calcul et de ruse. Il observait le chaos organisé du champ de bataille avec une froide clairvoyance, une certitude inébranlable dans la victoire gravée dans chaque ligne de son visage. Et quand ce moment arrivera, résonnait une pensée glaciale et calculatrice dans son esprit, ses yeux noirs fixant la ligne ennemie avec la détermination d'un prédateur, ça sera la victoire de l'armée de Kanki. Il n'y avait aucun doute dans sa voix intérieure, aucune hésitation. Autour de lui, ses fidèles lieutenants attendaient ses ordres, des hommes et des femmes aussi impitoyables et ingénieux que lui, des ombres loyales à sa redoutable et unique personnalité. Les étendards de Qin, portés par des porte-drapeaux robustes, flottaient haut dans le ciel gris, leurs motifs complexes symbolisant la puissance et l'unité inébranlable de leur empire, ondoyant comme des serpents géants dans la brise. Parmi ces figures imposantes de l'armée de Kanki se tenait Raido, une montagne d'hommes dont l'armure massive, faite de plaques lourdes et de fourrures épaisses et hérissées autour du cou, semblait faire corps avec son corps déjà colossal. Il était une masse de puissance brute, un mur de chair et d'acier. Son visage, souvent dissimulé derrière un masque ou une expression impassible, suggérait une puissance brute et une détermination sans faille, une âme inaccessible. Ses petits yeux sombres, parfois visibles à travers les fentes de son casque, semblaient capables de transpercer l'âme de quiconque croisait son regard. Il était une force de la nature, un mur impénétrable que l'ennemi se briserait en vain, inébranlable et inarrêtable. Sa seule présence inspirait la crainte chez l'ennemi et une confiance aveugle, presque naïve, chez ses alliés. Il tenait une arme imposante, une sorte de masse ou de hache gigantesque, dont la forme massive suggérait une capacité de destruction absolue et indiscriminée. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme un coup de tonnerre sourd sur le sol. À ses côtés se trouvait Zeno, un autre géant de l'armée de Kanki, mais dont la puissance brute et la fureur au combat étaient encore plus effrayantes, presque démentes. Son corps, aussi large et trapu que celui de Raido, était protégé par une armure similaire, mais encore plus rudimentaire, hérissée de pointes acérées sur les épaules et les avant-bras, comme les crocs d'une bête féroce. Son visage, déformé par une grimace constante de violence et de rage primaire, révélait une soif de combat viscéral, une faim insatiable de destruction. Ses yeux, de petites fentes sous un front renfrogné, semblaient briller d'une lueur écarlate, reflétant la folie qui l'habitait. Il était la force de frappe sans retenue de l'armée de Kanki, un véritable monstre déchaîné sur le champ de bataille, dont la seule apparition semait une panique irrépressible dans les rangs ennemis, faisant fuir même les plus braves. Et puis, avec une grâce mortelle, il y avait Koku'u, la députée de l'armée de Kanki, commandant elle aussi 5000 hommes. Son regard perçant, ses yeux d'un noir profond et lumineux, son allure impériale et altière étaient un contraste saisissant avec la brutalité désordonnée de certains de ses camarades. Ses cheveux noirs, longs et lisses comme de la soie, tombaient en cascade sur ses épaules, encadrant un visage aux traits fins, mais empreint d'une froide détermination, d'une intelligence aiguisée. Ses lèvres, souvent ourlées d'un rouge sombre et intense, ajoutaient à son mystère et à son allure dangereuse. Elle était l'incarnation de la ruse et de l'intelligence, une manipulatrice hors pair capable de retourner n'importe quelle situation à l'avantage de Kanki grâce à ses stratégies astucieuses et son analyse pointue et dénuée d'émotion du terrain.
Plus tard dans la bataille, alors que le vent balayait le champ de bataille, agitant les bannières et soulevant la poussière, elle déclarerait d'une voix calme mais ferme, son visage exprimant une confiance absolue, presque hautaine. Le vent a tourné. Ce vent, ce n'était pas seulement la brise qui agitait les bannières, mais le changement irréversible de dynamique de la bataille, la bascule de la fortune en leur faveur, fruit des stratégies imprévisibles et souvent terrifiantes de Kanki. Elle semblait anticiper chaque mouvement de l'ennemi, ses yeux scrutant les moindres failles, planifiant déjà la prochaine manœuvre dévastatrice et inéluctable. Elle avait cette capacité unique de lire les signes, d'interpréter les murmures imperceptibles du champ de bataille, de voir le flux et le reflux de la victoire. Le conseiller de l'armée de Kanki, Maron, commandant également 5000 hommes, était un homme d'expérience, dont la sagesse Takki était précieuse, un élément stabilisateur dans cette armée de brigands. Sa silhouette trapue et son allure posée contrastaient avec l'impétuosité des autres lieutenants. Il était le cerveau derrière les opérations plus classiques, distillant les observations et les informations cruciales pour Kanki, lui permettant de prendre des décisions éclairées et calculées au milieu du chaos le plus total, apportant une logique implacable aux méthodes souvent chaotiques de son général. Il incarnait la prudence et la prévoyance dans cette armée dont la réputation était de ne pas en avoir. Sur une autre partie du front, loin des stratèges et des généraux en chef, les forces de Keisha étaient également engagées dans un combat féroce et sans merci. Le lieutenant de Keisha, un guerrier aguerri, dont le visage exprimait une concentration intense et un courage indomptable, menait ses troupes avec une bravoure exemplaire. Son armure, bien que solide, semblait déjà porter les marques d'une lutte acharnée. Il devait faire face à une pression immense. Ces hommes luttant avec acharnement pour maintenir leur position face à l'avalanche incessante des guerriers de Qin, chaque pouce de terrain gagné étant payé au prix fort. Le député de l'armée de Keisha, Kimu, un général puissant et charismatique, exhortait ses troupes avec une ferveur inébranlable, sa voix déchirant le fracas des épées comme un coup de tonnerre. Sa voix tonitruante, même à travers le vacarme assourdissant du combat, parvenait à percer le tumulte. « Le marteau de la justice va s'abattre sur ces sales bandits! Chargez !» criait-il, sa main massive tendue en un geste d'ordre impérieux, les muscles de son bras tendus et veinés par l'effort. Son visage déformé par l'effort et la rage sacrée était celui d'un homme résolu à écraser l'ennemi, les yeux injectés de sang et la mâchoire serrée. Il était un leader inspirant, capable de galvaniser ses hommes même dans les situations les plus désespérées, transformant la peur en rage, le désespoir en détermination. Ses ordres étaient clairs, sa détermination inébranlable, et il était prêt à se battre jusqu'au bout pour ses idéaux, pour son peuple, pour la justice qu'il brandissait comme une arme. Le champ de bataille était devenu un tableau vivant, mais horriblement réaliste, de violence, de détermination et de sacrifice. Les cris de « en avant » se mêlaient aux clameurs des mourants, aux rugissements de rage des combattants, au grincement des armures et au bruit sourd des corps qui tombaient. La troisième vague d'assaut était lancée avec une férocité inouïe. Les soldats s'élançaient avec une rage furieuse. Les épées s'entrechoquaient avec des bruits métalliques assourdissants et continus, des étincelles jaillissant à chaque impact. Les flèches pleuvaient comme une grêle mortelle, sifflant dans l'air, trouant les peaux et les armures. Les corps tombaient par centaines, leur vie s'éteignant dans un dernier soupir, le sang maculant le sol de taches sombres, mais d'autres prenaient leur place sans hésitation, la volonté de vaincre étant plus forte que la peur de la mort, la bravoure écrasant la douleur, la loyauté transcendant la souffrance. Alors que la bataille atteignait son paroxysme, un tourbillon infernal de combats au corps à corps, les stratégies de Kanki commençaient à se déployer pleinement, tel un venin se propageant insidieusement dans les veines de l'ennemi. Son approche non conventionnelle, souvent brutale, imprévisible et totalement dénuée de moralité conventionnelle, déstabilisait profondément l'armée de Zhao, semant la confusion et le désarroi. Les forces de Qisui se heurtaient à une résistance acharnée et à des manœuvres inattendues qui défiaient toute logique militaire classique. Kaigou,
le général de l'armée de Kisui, un homme dont le visage portait les stigmates de nombreuses batailles, chaque cicatrice racontant une histoire de survie et d'endurance, en était parfaitement conscient. Son regard sévère, ses traits marqués par l'âge et les épreuves, exprimaient une profonde perplexité et une frustration grandissante face aux tactiques de l'ennemi. Il se tenait là, observateur et pensif, les bras croisés sur sa large poitrine, entouré de ses propres officiers qui partageaient sa consternation. Il se regardait, les sourcils froncés, tentant désespérément de comprendre l'incompréhensible, de percer les secrets des stratégies de Kanki. Quel terrifiant adversaire, se disait-il, sa voix intérieure résonnant de respect forcé et d'inquiétude grandissante en observant les mouvements inattendus de l'armée de Kanki. Ces tactiques étaient si peu conventionnelles qu'on ne peut pas prédire ce qui va se passer. C'est comme s'il lisait en nous la manière dont il nous évite et nous contrôle. L'impuissance face à l'ingéniosité déroutante et à la cruauté froide de Kanki était palpable dans son expression. Une ombre de doute traversant son regard habituellement inébranlable. L'obscurité commençait à descendre doucement sur le champ de bataille, enveloppant les combattants d'un voile de mystère et d'horreur. Les ombres s'allongeaient, déformant les silhouettes des hommes et des chevaux en des formes monstrueuses, rendant chaque adversaire plus terrifiant et chaque coup plus incertain. Le crépuscule ajoutait une nouvelle dimension de chaos, où la visibilité réduite multipliait les embuscades et les surprises. Mais même dans cette pénombre grandissante, les figures dominantes de Kanki et Kisui restaient les phares de leurs armées respectives, des symboles de volonté inébranlable et de destin. Kanki, le stratège impitoyable, ses yeux pensifs fixant la nuit approchante, réfléchissait déjà à la suite des événements, anticipant les moindres mouvements de l'ennemi, tel un prédateur nocturne préparant son coup final. Il était calme, presque serein, au milieu de l'ouragan de violence. La détermination de Kisui, la loyauté farouche de ses hommes et la puissance brute de généraux comme Kimu et Kaigu se heurtaient sans relâche à la ruse froide, à la brutalité calculée et à l'intelligence pervertie de l'armée de Kanki, dirigée par des figures aussi charismatiques que terrifiantes comme Raido, Zeno, Koku'u et Maron. Chaque instant était une lutte pour la survie, chaque seconde une éternité de douleur et de sacrifice. La colline, gorgée du sang des deux camps, des cris gutturaux des mourants et des rugissements de rage des vivants, allait bientôt révéler son vainqueur. Chaque pas, chaque coup porté, chaque vie fauchée rapprochait inévitablement la fin de ce chapitre sanglant et brutal. Le destin de cette bataille, et potentiellement celui de la guerre elle-même, reposait désormais sur la capacité de chaque général à déjouer l'autre, à briser la volonté de l'adversaire et à imposer sa propre vision de la victoire, quel qu'en soit le prix en vies humaines. Les dernières lueurs du jour s'éteignaient, laissant place à une nuit d'horreur et d'incertitude. Le choc des titans était loin d'être terminé, et l'aube du lendemain, si elle se levait pour eux, révélerait les corps des vaincus gisant sur le sol et la gloire amère des triomphants. Le silence, lorsqu'il viendrait, serait un silence de mort, un témoignage éloquent de la furie qui avait dévasté ce lieu sacré. Et c'est ici que se termine ma garde de lecture.